Born Podcast. Bon, salut les gars. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Je te connais pas, Adrien. Baptiste, on est un peu plus intime. La dernière fois que je t'ai vu, tu étais en quel sens sur une table de massage? Comme la plupart des fois où on s'est vu finalement. Ouais, comme la plupart des fois. Je suis resté bête. J'ai regardé votre fiche base athlée. J'étais persuadé que tu étais l'aîné. Ah, c'était sûr que ça allait arriver ça. Et je suis resté quand je vois 97-2000 et j'ai bugué un moment. J'ai dit mais merde, en fait j'avais mélangé les chronos. J'étais sûr, tu vois, que tu étais le plus jeune. T'es pas le premier à le dire. Non, c'est un peu l'anecdote. Enfin, tout le monde pense ça quand on ne nous connaît pas. J'ai la chance ou la malchance. Enfin, c'est pas une chance, mais j'ai un peu plus de barbe que lui. Ça doit vieillir un peu. Ouais. Donc ouais, il y en a plein. Même pour les notes, je sais que Charlotte Dumas, quand elle est venue s'entraîner à Clermont, au bout de plusieurs mois d'entraînement, on est parti en compète avec elle et Jeff, et en parlant, elle s'est rendue compte qu'Adrien était mon grand frère. Alors ça faisait vraiment plusieurs mois qu'on se connaissait, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Moi, c'est pas un problème pour moi. Donc, Est-ce que tu peux te présenter un peu? Tu fais quoi dans la vie, Adrien? donc moi, c'est Adrien, j'ai 28 ans. Je suis, avant de courir, je suis ingénieur chez Safran. On fait les moteurs d'avion à Bordeaux. Voilà, et j'ai grandi à Clermont, j'ai fait mes études à Toulouse. J'ai un peu bougé après mes études sur Pau, région parisienne, et là je suis à Bordeaux parce que le sud-ouest j'aime bien. Et t'es en poste là, tu travailles là, vraiment? Là je travaille, ouais. Ouais. Et l'athlète, t'arrives à en faire beaucoup là? Bah, c'est tout le dilemme. Mais on va dire que pour l'instant ça marche plutôt bien vu que les records ont tous sauté un par un en 2025. Mais il y a tout un équilibre à trouver et je pense qu'on peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais je pense qu'on n'est pas beaucoup à pouvoir allier performance et on va dire vie professionnelle, quoi. C'est pas évident. Toi Baptiste, je sais même pas ce que tu fais dans la vie au final. Moi j'ai fait une licence STAPS, filière APA, donc activité physique adaptée. J'ai fait une licence et puis un master. Donc je suis le nom du métier, c'est vraiment enseignant en activité physique adaptée. Ouais. Alors après il y en a qui disent éducateur, il y a plein de noms. Et ça va faire 8 mois maintenant, je travaille dans une association sur Clermont qui s'appelle Aura Santé. Aura Santé. Aura Santé. Et globalement je travaille en HAD, donc hospitalisation à domicile. On fait de la rééducation avec une équipe pluridisciplinaire, donc une kiné, une ergo, diététicienne, etc. au domicile des patients. Tu es dans le paramédical quoi, en fait. Ouais, exactement. Ok. Quand il y a juste avant d'attaquer, là, j'ai croisé Yann Chaussinan qui m'a dit mais il fallait inviter le père aussi. Il a travaillé 27 ans, 24 ans au Clermont Athlé. Il faisait quoi votre père exactement? Enfin, je le sais à peu près. Alors il travaillait pas. Ça c'est tout le monde pense qu'il travaillait. Il était directeur sportif du Clermont Athlé depuis. Je faisais 16 ans. Ça faisait 16 ans. C'est du bénévolat? C'était du bénévolat, ouais. On l'a vu passer beaucoup d'heures le soir, entre guillemets, travailler pour le club. Et du coup, il gérait tout le côté sportif, organisation du challenge équipe athlée, interclub qui était le gros morceau en mai, et gestion des peu des finances pour les athlètes, les aides, athlètes, entraîneurs, des stages, etc. Les arrivées des athlètes. Et il l'est plus aujourd'hui? Non, parce que ça faisait 16 ans qu'il était au Clermont Athlé. Avant, il avait un peu le même poste sur Brive, là où on était. Et il a vu passer plusieurs directeurs sportifs, plusieurs équipes, et le projet du nouveau, enfin pas plusieurs directeurs sportifs, plusieurs présidents, pardon. Et le projet du nouveau président lui convenait pas, donc il s'est retiré. Gentiment. Il a toujours un petit pied dedans, mais on va dire qu'avant il avait les 2 pieds dedans, maintenant il a un orteil dedans seulement. Ok. Et il faisait du sport avant, il faisait de l'athlé, votre père? Ouais, c'est lui qui nous a mis là-dedans. Et il faisait du 400 mètres haies, lui. Il a dû faire les France Espoir. Donc il avait un petit niveau quand même, un bon niveau. Ouais. Et après il a un peu coaché à Brive, parce qu'on est nés à Brive tous les deux. Enfin même avec ma sœur. Il coachait à Brive. C'est comme ça qu'on a mis, je pense, nos premiers pieds sur un stade. Et après il est arrivé sur Clermont pour le boulot. Nous on a déménagé.
il s'est investi pour le club. Je pense qu'il y est pour beaucoup sur le fait que le club, même si c'est pas lui qui courait, on est resté 14 ans, je crois, en Élite 1. Ouais. On est redescendu il y a 2 ans, on est redescendu il y a 2 ans, on est remonté cette année en mai. Mais je pense qu'il y est pour beaucoup. Ok, il a laissé de la sueur, quoi. Et puis, tu disais dans le podcast, Anto Pontier disait dans le podcast que Jeff Pontier, son père, était un des plus grands passionnés d'athlètes de France, voire du monde. Il n'est pas au niveau de Jean-François Pontier, mais notre père, il a une passion de l'athlète, des résultats, des championnats aussi, qui est assez important. Si je lui demande tous vos chronos, il les connaît, votre père? Ah, je pense pas que ce soit sur en nous fait, qui sonne meilleur. Il a beaucoup les résultats de sa jeunesse, je pense des années 80 à 2000-2010. Tous les athlètes, les performances, les stades, il est allé voir beaucoup de compétitions, championnat d'Europe, championnat du monde. Là, il connaît bien tous nos chronos, peut-être pas. Comment ça s'appelait le bouquin? Il y a un bouquin qui sort, Athlérama, qui sort chaque année. En fait, c'est le bilan que tu as sur Internet, mais genre au format papier. Ok. Ça, il l'avait et il faisait des stats, il surlignait les gars du Limousin parce qu'il était originaire de là-bas et il suivait les pertes comme ça. C'était un bon bouquin, c'était un peu une bible. Il garde tous les articles de journaux locaux, Limousin et Clermont, qui a des résultats sportifs, quoi. C'est comme Jeff. J'ai pas dit le plan, donc on va parler de vous, un podcast un peu normal. Et après, comme c'est la dernière vidéo de l'année, on va faire un peu le récap de l'année athlée, si ça vous va bien, je vais vous demander de la commenter. Mais juste, je parlais de vos dates de naissance. J'ai tilté justement en regardant. Je parlais avec Louis Pires le week-end dernier. Et toi, tu es issu d'une super génération de Clermontois. Si je ne me trompe pas, il y avait du niveau dans ta génération. Il y avait du niveau, il y avait plus de niveau chez Adrien. Moi, par exemple, j'ai jamais 97. J'ai jamais fait de médaille par équipe aux France de cross chez les jeunes en cadet junior. Ouais, Adrien, je trouvais que tu avais une grosse génération. Je ne connais pas la génération clermontoise, toi, mais au niveau France, elle est énorme. Tu as les Gressier, Palco. C'est aujourd'hui les gars qui sont en équipe de France. Hugoé, Jimmy Gressier. Hugoé, ouais. Il y a Fabien Palco, Simon Bédard. Ouais. Mais à Clermont, on va dire que quand j'étais dans la deuxième année cadet ou junior, donc il y avait les 98 qui étaient en cadet 1 ou junior 1. 98, c'était Alexis Fellu, Gabriel Tual, Benjamin Robert, Louis Gilavert. Et à Clermont, moi, ma génération, c'était du coup Anthony Pontier, Alexis Fellu et Bruno Piru, que tu connais peut-être, qui a fait 3,39 au 1500. Nous, on a de 2014 à 2016 en cadet et cadet junior. Ça s'est plutôt bien passé aux 4x1000 et aux France de cross, quoi. Ouais. Et toi, tu peux dire un peu les Clermontois qu'il y avait? Il y avait Jordan Terrasse, donc. Jordan, notamment. On avait un bon groupe chez les jeunes. Il y avait Vincent Clerc, c'est un gars qui a fait une 54-800, Baptiste André, Louis Pires qui a un an de moins, Baptiste Massot également qui est triathlète. C'est déjà des bonnes générations. Ouais. Mais... On va parler de vos chronos. Ça a été une chance comme ça d'être dans des générations bonnes ou pas? Ou une malchance de peut-être pas être en équipe de France? Vous voyez comment? La malchance pour nous de ne pas être en équipe de France? Non, en fait d'être dans une grosse génération comme ça. Vous, en fait, votre niveau, vous êtes aux portes du professionnalisme en fait. On a un peu juste les seconds rideaux, on va dire. Comme je dis souvent, on a une démarche professionnelle, mais de professionnel de l'athlète, mais sans vivre de l'athlète. Vous avez un peu la place du con en fait, parce que vous entraînez presque pareil, c'est sans les avantages. C'est un sport pas facile en plus, où il n'y a pas beaucoup de place en équipe de France, pas beaucoup de gens qui ont la chance de gagner leur vie avec. Donc après, est-ce que les jeunes, est-ce que c'était une chance, une malchance? Moi je pense que c'était pas une malchance. J'ai fait des sélections sur la fin de ma jeunesse, on va dire, mais en cadet junior, j'avais juste pas le niveau pour faire les sélections ou les médailles en équipe de France. Mais il n'y avait pas d'a priori. Peut-être qu'au contraire, tu vois ça comme une chance. Tu étais au milieu de super gars, je sais pas. Moi, c'était une chance. En fait, moi, ça m'a jamais empêché de réaliser mon petit rêve. Moi, quand j'étais cadet junior, quand je savais que j'étais qualifié aux France cadet junior jeune, c'était fin de saison. Pour moi, c'était saison validée. Et j'arrivais aux France, j'ai jamais passé les séries. C'était je crois en junior 2, dans ma série, je me demande s'il n'y avait pas, sur l'ensemble du championnat, sur le 1500, en junior, il y avait je crois 7 ou 8 gars qui avaient déjà des sélections en équipe de France. Donc il y avait du Jimmy dans la série, il y avait du Hugo, du Michler, du Palco, du Yannick Elaf, du Bédard. En vrai, franchement, tu voyais la startlist, tu te disais, moi j'arrive avec
dans le top 5 des moins bons chronos, bon, je Et, savais que ça allait mal se passer. Hein. et donc tu les as plus ou moins côtoyés dans les chambres d'appel et tout, toi, tu les as vus Ouais. Et Ouais. puis après, j'en ai aussi connu grâce à Anto. Anthony, il avait fait toutes les sélections avec ces gars-là. Ouais. Un gars comme Hugoé, je le recroise vu qu'il habite sur Toulouse maintenant. Et comme je m'entraîne avec le groupe de Toulouse, je peux recroiser. Mais ouais, c'est des gars sympas. Et puis ça fait plaisir de se dire que les gars de ta génération, ils ont atteint le plus haut niveau. Et si on prend cet exemple-là, pour toi, qu'est-ce qui a fait cette petite différence que certains ont basculé? Intrinsèquement, tu étais moins fort qu'eux ou pas, ou pas? Moi, je pense qu'il y a des qualités que j'ai pas. Ouais. Enfin, là, cette année, j'ai fait 3,40 au 1500. Je pense que je peux faire un petit peu mieux. Mais maintenant, si tu veux exister sur 1500 en France, il faut faire au mieux 3,33. Et cette année, je pense que pour aller au monde, il fallait faire 3,31. Enfin, c'est une autre planète. Et moi, je pense qu'il y a des qualités intrinsèques que j'ai pas. Alors, certains vont me dire que je me mets des barrières, que je suis pessimiste. Mais moi, je pense que je suis réaliste. Ouais. Et genre, je suis pas du tout rapide. Le 1500, même si tu as une dominante aérobie, si tu es une charrette, comme je le dis, c'est compliqué. Donc moi, je pense qu'il y a une part d'intrinsèque. Et après, je pense que mon parcours scolaire, même s'il a été, on va dire, il y a certaines années où j'ai dû couper avec la classe prépa, je suis parti en Erasmus. Mais je pense que c'est ce qui m'a fait durer dans le temps. Parce que si tu regardes le bilan d'il y a 10 ans, des cadets de ma génération, bah les seuls gars qui courent encore, c'est les gars du top niveau, donc on a cité, et peut-être genre un ou deux gars comme moi, quoi. Ouais. Bah, comme tu dis, un ou deux gars comme toi, moi je suis vachement impressionné par vous, par des gars, comme on dit, à votre place au niveau France, qui continuent à avoir l'envie et tout, ou pas d'avoir envie de basculer sur la route, de voir autre chose, parce que c'est quand même bien ce que vous faites. C'est une passion, je pense, avant tout. Enfin, on a toujours été sportif depuis tout petit dans la famille, Ouais. donc on Ah a oui, des non, mais efforts, ce que je veux dire, c'est de se mettre des SP15, enfin tu vois, c'est... Ouais, bah après on continue de progresser, donc c'est vrai, on n'a peut-être pas fini ce qu'on avait à faire sur la piste. Ouais. Après moi je sais que personnellement la route et le long c'est pas ce qui m'attire, Ouais. mais sur la piste tant qu'on continue de progresser, pourquoi s'arrêter quoi. Moi c'est là vous où je prends le prenez- plus de plaisir. Et parce que t'aimes vraiment ça? Ou c'est en voyant ton frère? Comment t'en es venu à faire du demi-fond pur et dur comme ça? Le demi-fond, moi j'étais peut-être pas prédestiné au demi-fond. Quand on regarde mon record au 1000 mètres en minime, 3,08, je pense que maintenant je me suis regardé le bilan des minimes filles, il y en a 20 qui le font maintenant. J'étais pas bon spécialement et j'ai commencé par le 400 mètres haies en KD1. Ouais. T'as surtout commencé par le trampoline. Ouais, mais on a fait d'autres sports avant, j'ai fait de la gymnastique, du trampoline. Et donc quand je me suis mis vraiment à l'athlé en KD1, j'ai fait du 400 mètres haies parce que j'aimais bien les haies, notre père faisait ça. Et on s'est rendu compte avec mon entraîneur de l'époque, notre entraîneur de l'époque, Pascal Guitz, que ce qui m'allait plus, c'était quand même un peu plus le demi-fond. Donc l'année d'après, on est passé sur steep, on a gardé les obstacles, on a changé les haies en barrière, mais du demi-fond. Je suis passé sur steep, les crosses l'hiver, et j'ai continué comme ça. T'avais pas l'exemple de ton frère, t'avais pas envie de faire comme lui? Non. Bah si, comme il disait, je me rappelle quand j'étais KD1 du coup, je faisais du 400 mètres haies, je ne m'étais pas qualifié au championnat de France, jeune, mais j'étais allé voir les France jeunes à Châteauroux. Et c'était l'année où il avait fait le 1500 avec toute la génération dorée, les gars qu'on regardait au championnat. Et forcément, ça fait envie, quoi. Après, j'avais quand même déjà une appétence pour le demi-fond, mais je ne sais pas si c'est ça qui m'a solidifié ou pas. Et vous, dans vos relations, votre relation de frère, ce qui est bien, c'est que vous avez trop d'écart pour être en compétition, en fait. Enfin, on avait trop d'écart maintenant. Non, mais en jeune, non, mais je veux dire... tu parlais d'écart d'âge ou d'écart d'âge, en jeune, oui, en jeune, forcément. Ouais. On Mais a jamais maintenant, couru dans la même catégorie. Ouais. Maintenant, on est ensemble. Après, on n'est pas exactement sur les mêmes disciplines. Enfin, sur une saison, on ne fait pas beaucoup de courses en commun. Ouais. Et toi qui as mené la voie, Adrien, pourquoi t'en es venu au demi-fond pur comme ça, 1500? Bah, je pense que ça rejoint un peu ce que disait Jeff hier. J'ai écouté son podcast hier, ce côté performance. Moi, j'ai vraiment commencé avec Pascal Guitz. On va dire j'ai commencé ici à faire du triathlon en minime, mais le triathlon saut, course, lancer. Et en fait, moi au poids, j'étais ridicule. Moi, je pense que c'est une bonne chose qu'on commence par ça quand on est jeune, de pas spécialiser directement dans le demi-fond. Mais on va dire que c'était sur le 1000 mètres que je prenais le plus de plaisir, où j'étais entre guillemets le plus fort. Donc forcément, là où t'es nul, t'as pas envie de continuer. Hein, mais quand je lançais le poids, il y avait des mecs comme Chaussinon à côté. Moi, j'étais une brindille. Tu dis qu'est-ce que tu vas faire? Non, c'est ça. Et puis, en vrai, moi en minime, j'ai fait mieux que lui, mais j'étais pas. J'ai dû faire un 2,56 au 1000. Hein. 2,56 au 1000, t'es dans les choux. Hein.
Et c'est à partir de KD2 où je fais un premier 1500 en KD2, je fais 4,09 à la Gautière, je me rappellerai toujours. Et là, je me dis, ah, ça commence à être pas mal, là, tu peux peut-être aller aux France. Et en fait, moi, c'est le côté dépassement de soi. J'ai toujours progressé, donc je suis toujours resté là-dessus. Et puis, je pense qu'il y a des qualités que j'ai pas, comme je t'ai dit. Et souvent, on est grand, mais on n'a pas le même gabarit. Je suis un peu plus, je sais pas comment dire, solide, Charpenté, quoi. charpenté. Ouais. Et mon père, il me disait, t'as le profil d'un coureur de 400, mais sans les qualités. Ah ouais. Donc, ouais, et après, quand tu commences à performer quelque part, et je pense que j'aurais pas. On va dire, là, j'ai un niveau national 1, je pense que je l'aurais atteint nulle part ailleurs dans d'autres secteurs de l'athlète, quoi. Ah ouais, tu penses? On va En en reparler. saut, en lancer, en sprint, c'est sûr que non. Et en long, on va parler de temps semé, on va parler un peu justement des chronos. J'imagine que vous connaissez vos chronos sur 1500 l'un et l'autre. Ouais. Ouais. Donc ça se joue à rien là. Ouais, ça s'est vachement rapproché cette année. J'ai Et ça j'ai s'est repris fait la dans quel couronne. sens? J'ai pas regardé qui a fait le premier 3,40. C'est Adrien. C'est Adrien. C'est moi à Toulouse fin mai. Mais bon, après lui, il prépare le style, donc il arrive sur 1500, alors que moi je suis plus focus 15 direct. Ouais. Mais ouais, 3,40, très, très cool. Et j'ai regardé si la petite différence pouvait être due à la marge d'erreur du chrono. Toi, tu as 3,40,98, c'est ça? Ouais. Et 3,40,52. Je me suis dit, ça se trouve, c'est juste une question de marge d'erreur du chrono, mais c'est impossible. Ouais, La sur marge d'erreur. l'électrique. Ouais, la marge d'erreur est bien plus faible. C'était avec ou sans bicarb, tous les deux? Avec. Moi, depuis l'été dernier, j'ai commencé à en prendre. Ouais, et toi aussi? Moi, c'est la première course où j'en ai pris. J'en avais jamais pris de ma vie, même à l'entraînement. Ah Et ouais en fait, avant ça, j'ai fait 3,44 aux interclubs mi-mai en rentrée, record. Derrière, je fais mon premier 5000, je fais 13,56 à Ah, Bruxelles. c'était ton premier 5000? Ouais. Sans bicarb. Et je sais plus, c'est Étienne Daguinos, enfin je suis pote avec Étienne, il m'avait filé des doses parce qu'il était sponsor par Morten. Et je crois à Toulouse, la première fois que j'essaye, alors que je suis le premier à dire souvent ne jamais tester un truc en compète, que ce soit équipement, nutrition. Là j'ai testé, c'est passé et j'ai battu mon record, mais j'ai pas eu, ça m'a pas, je sais pas comment dire. C'est pas, on prend le bicarb et on se dit on est super fort. Ouais. J'ai eu des super sensations pendant longtemps dans la course, mais c'est pas quelque chose où tu te sens surhomme en prenant ça, quoi. Ouais, mais tu veux dire que mentalement, ça t'a fait un effet placebo, ce que tu Non, non, je pense pas que ce soit placebo. Moi, ça, j'y non, mais crois toi, pas, tu dis pas que tu t'es Ah, senti ouais. plus fort. Et puis en fait, cette course, elle était tellement, il s'est passé tellement de trucs, c'était tellement la bagarre, c'était tellement une grosse course que je me souviens même plus de mes sensations, on va dire intrinsèques, quoi. J'étais tellement focus sur la course et les concurrents. Le 3000 mètres, il y a une différence, ça fait un gros 3000, ouais, je me rappelle l'an dernier, là, tu fais 7,55. Ouais. Toi, t'en as fait moins de 3000 mètres. Ouais, plat. j'en fais pas beaucoup. Bah, quand on prépare le steep, c'est assez particulier. L'été, on peut en faire plus que des 5000 et des 10 000, mais on n'en fait pas autant que des 1500. Ouais. Donc, déjà, Et pourquoi d'ailleurs? bah, Le 1500 apporte plus sur le style que le 3000 plat? bah, c'est que quand on fait du 3000 steep, enfin, pourquoi je fais plus de 1500, tu veux dire? Ouais, l'été, tu disais. Bah, plus de 1500 parce que ça fait un peu de vitesse, Ok. ça rapporte de la vitesse. Moi, j'ai une course que j'adore, une distance, j'aime presque autant que le steep, quoi. Ok. Donc c'est toujours un plaisir d'en courir des 1500. Et J'ai ouais. cru que tu voulais dire que le 3000 plat n'apportait rien sur le 3000 steep. Non, c'est que quand on fait du steep sur une saison estivale qui dure 2 mois et demi, on peut pas faire énormément de compétition. Ouais, ok. Parce que musculairement, il faut récupérer du steep, c'est un peu plus long qu'un 1500. Et du coup, des 3000 plats, en plus, il y en a moins en compète. Des fois, j'en fais un peu aux interclubs, mais les dernières saisons, j'ai pas trop fait le premier tour, par exemple. J'en ai fait en salle un petit peu. Mais Ouais. autant l'été, autant faire un 3000 steep plutôt qu'un 3000 plat et un peu de 1500 au milieu pour faire du plus rapide, quoi. Tu veux pas te disperser. Puis comme il a dit, il n'y en a pas beaucoup. T'en as aux interclubs et c'est pas une distance qui est aux élites Oui. l'été. Donc en fait, ça intéresse pas grand monde. C'est un peu une épreuve d'exhibition. C'est vrai. Mais après, moi j'ai eu la chance de courir à Angoulême où c'est bien organisé, il y avait un bon lièvre, puis j'étais en forme. Donc, mais en soi, c'est peut-être ma plus grosse perf de la saison et ça m'a pas ouvert de porte pour aller aux élites, quoi. Avant qu'on parle vraiment du steep, je veux bien que tu me parles de ton 5000 parce que si tu en as fait qu'un en Ah. 13,56, ça m'intéresse quand même. Tu partais là-dessus directement? Alors moi, il faut savoir que je m'entraînais tout seul à cette époque encore. C'était l'an dernier là? C'était depuis septembre, je suis entraîné par Marek Wolinski qui entraîne le groupe des gars à Toulouse. Ok. Djilali Bedrani, Pierrick Jocteur, Ouais. Anissé Kozar, donc ça court pas mal. Et
Moi, j'ai pas fait d'études de physio, donc moi en physio, j'y connais pas grand-chose, mais la mode, c'était un peu de faire du seuil et du long et de l'entraînement contrôlé. Donc j'ai fait ça une grosse partie d'avril-mai. J'ai fait une seule SP 5000, une seule SP 15, et j'avais envie de me tester sur 5000. Donc je suis allé à Bruxelles, parce que je savais que ça allait bien courir et qu'il y avait une grosse course, des bonnes conditions. Fin mai, il fait frais, t'as peu de chance d'avoir une canicule comme début juillet en France. Et en fait, il faut savoir que je bats mon record la semaine avant aux interclubs sur 1500. Je fais 3,44, ce qui en soi, ça, je pouvais m'y attendre. Mais sur 5000, le jour de la course, je pars sur 14,10 en fait. D'accord. Je pars vraiment sur des bases, je m'y attends pas. Et genre, dernier 1000 et dernier 400, bon, les qualités de coureur de 15 ont un peu payé. Et à l'arrivée, en fait, à la cloche, je vois que je passe. Je passe du coup 12,55, 12,56. Et là, je me dis, il faut que je fasse moins d'une 4. Et je me dis, je vais le faire, ça va se faire. Facile. Donc, ouais, 13,56. Et après, j'avais le projet d'en refaire un potentiellement au MNEL début juillet. Sauf que moi, avec la chaleur et puis. En fait, je pense que l'avantage quand tu t'entraînes avec du volume, quand tu fais ton 5000 juste après, tu as tout ce volume-là qui sert. Alors que quand tu commences à courir toutes les semaines en compète l'été, tu fais des semaines à 80 bornes, tu prépares du 15, et là tu as tout le foncier qui disparaît pas, mais moi je me sens moins fort sur le long en fin de saison. Et en fait, avec la chaleur, j'arrivais à moins bien m'entraîner, on va dire, sur la juin. Et du coup, j'ai préféré pas courir de 5000 à Lyon, parce que courir sous 30 degrés, c'est plus compliqué. Mais je sais que j'ai envie d'en recourir un, parce que je pense que 13,56 sur un premier, il y a mieux à faire. Et je vais rebondir sur ce que tu as dit. J'avais préparé la question, mais c'est pas grave, je vais la poser tout de suite. Nous, la tendance en long, c'est des allures, beaucoup de volume en allure contrôlée, dont tu parlais. Et vous, c'est pareil actuellement, la tendance sur du demi-fond pur 1500, 5000? Ouais, globalement, surtout, je pense, sur la période hivernale, c'est là où on fait le plus de foncier. Et contrairement, au fur et à mesure des années, on a mis le seuil à une place beaucoup plus importante. Et vous rentrez un peu moins dedans qu'il y a… Ouais, moins souvent. Ouais. Ok, même sur 1500 moi, pour le moment, j'ai fait aucune séance rapide, ni rien. Je compte courir en salle mi-janvier, comme Adrien, normalement. Okay. Il va falloir faire une ou deux séances quand même rapides pour se débrider. Ouais. Mais il y a une grosse partie de la préparation où on ne se rentre pas vraiment dedans. Et vous sentez vraiment que c'est efficace? Après, je pense que ça a changé. Il y a toujours l'ancienne méthode où c'est toujours au carton. Et il y a, Marek qui me fait le plan du coup depuis septembre, c'est vraiment une approche plus scientifique, plus contrôlée, avec un peu plus de volume. Mais moi, l'été dernier, j'ai littéralement fait une seule SP 5000 en basket en plus et une SP 15. Okay. Et sur le papier, ça fait maigre, mais bon, c'est passé quoi. Et là, l'hiver, j'ai pas remis les pointes à part sur des lignes droites. Et c'est du volume et c'est un peu la partie. Il faut prendre son mal en patience et accumuler les semaines et se dire que ça va payer dans. Et vous aimez ça, faire du seuil long? C'est pas ce que j'aime à la base. J'apprends à l'aimer au fur et à mesure des années. Vous trouvez pas ça justement facile et agréable? Si, ça c'est sûr que c'est agréable. Mais moi, ce que j'aime, c'est être sur la piste et aller vite, quoi. Les SP 1500, c'est les séances que je préfère. D'accord. Donc, mais je sais que quand on va en faire, je prendrai du plaisir. Mais je prends du plaisir à l'entraînement maintenant aussi quand on fait de la borne, quoi. Ouais. Moi, je vois ça dans une globalité où des fois, on peut ronger son frein, ça va pas assez vite. Mais en fait, quand tu regardes, je crois cet été, là, avant l'été, j'avais fait genre 9 semaines à 120 de moyenne. Ouais. Et en fait, quand tu regardes le bloc, tu te dis, tu as été consistant et ça va payer. Et sur le seuil, moi, je sais que je suis incapable de m'entraîner comme je m'entraînais il y a 10 ans en cadet. Je travaille, il y a une fatigue, même si je travaille pas à l'usine et que je suis pas debout, il y a une fatigue qui est présente. Et je pense que s'entraîner de cette façon-là, ça laisse moins de traces. Et moi, c'est quelque chose qui me convient à l'heure actuelle. T'aimes bien, toi? Ouais. Et au niveau des blessures, vous voyez une différence? Non? Moi, j'étais un petit peu blessé au début de saison, mais je pense qu'on a remis de la charge d'entraînement trop tôt après la reprise. Donc c'est surtout ça. Mais là, on a un peu modifié le plan d'entraînement pour avoir un petit jour de repos relatif où je fais que footing très facile. Et qui est-ce qui t'entraîne toi maintenant? C'est Jeff Contier. C'est Jeff toujours? Ouais. Okay. Même si la distance, c'est lui qui a la finalité sur mon plan d'entraînement. D'accord. Et est-ce qu'on peut parler un peu du STIP? Toi, pour le coup, j'ai vu que tu n'en avais pas fait. Enfin, j'en ai fait un, c'était extraordinaire. Tu as un 10-44, j'étais en prépa, on m'a demandé de faire le second tour des interclubs.
Je suis venu et ça a été catastrophique. Ok. Parle-moi de cette distance un peu. Tu es venu comment toi Ce que je disais Enfin, ce tout que à l'heure tu au disais tout début, à l'heure. Ouais. j'ai commencé par 400 mètres, je suis venu au steeple, mais il faut savoir que j'ai failli ne jamais faire 3000 mètres au steeple. Parce que donc, quand tu passes de cadet à junior, ça passe de 2000 à 3000. Et avec Pascal Guitz, on s'était dit que c'était trop long pour moi parce que 1500, 2000 steeple, c'était les distances qui m'allaient. On pensait que ça allait être trop long. Et on était en stage à Font-Romeu en avril pour préparer la saison. Et il manquait quelqu'un pour les interclubs sur le steeple, justement. Donc j'ai fait une séance, il me semble, à Font-Romeu pour me tester. Une séance en rentrant ici à Clermont avec Altan Cornu, qui pouvait potentiellement avoir sa place aussi. J'ai fait mieux que lui, donc j'ai fait le 3000 steeple, que j'ai très bien réussi pour un premier. Ouais. Que j'ai très bien réussi pour un premier 3000 steeple en junior 1. Et donc on a continué comme ça et la saison s'est bien passée. Depuis, j'en fais tous les ans. C'est une discipline que j'adore, c'est hyper varié. C'est un peu Et c'est quoi que tu aimes justement dans la steeple? On s'ennuie jamais. C'est les changements d'allure. Ouais, on s'ennuie jamais. Tous les 80 mètres, il faut être concentré, penser à passer la barrière, voir où sont les adversaires pour, si on ralentit, on accélère. Ouais. Et c'est une discipline qui est, je trouve, hyper dure, mine de rien. En fait, certains de l'extérieur se disent les allures du 3000 steeple, pour les athlètes au niveau olympique, courir 8-0, c'est facile sur un 3000 plat. Et ils se rendent compte que quand ils arrivent sur le steeple, des fois, c'est pas si facile. Alors pour certains, comme Alexis Mielet, ça s'est très bien passé et sa première saison, il fait champion d'Europe sur steeple. Mais c'est plus dur qu'on ne le pense et surtout le 3000 steeple, tant qu'on n'en a pas fait un, on ne sait pas ce que c'est. Les séances de steeple, c'est plus facile, mais un 3000 steeple, ça commence au 2000. Et est-ce que le fait de réfléchir, comme tu dis, il faut toujours penser, est-ce que ça t'enlève un peu de la souffrance physique, tu as moins de temps de souffrir, non? Il y a les deux là, tu souffres au niveau cardiaque. Je pense pas. Enfin, ce que je dis, un 3000 steeple, ça commence au 2000 et si tu commences à souffrir physiquement au 1500, tu sais que la fin. J'ai jamais fait un bon chrono en souffrant à partir de 1500, quoi. Donc, mais quand tu es bien, en plus, moi j'ai la chance d'être plutôt bon techniquement parce que j'ai fait des haies dans ma jeunesse et j'ai toujours entretenu ça. Et quand je suis bien physiquement, vu que techniquement je les passe bien, je sais que je peux finir vraiment très fort et je peux vraiment gagner du temps là-dessus. Ce qui m'impressionne chez vous, et c'est un peu moins vrai pour toi, Adrien, c'est que vous n'avez pas allongé quoi presque. J'ai un meilleur chrono que toi sur 10, j'imagine que tu as livré quelqu'un ou tu as un temps sur 10. C'est ce que je disais que moi. Toi, tu as un bon temps sur 10, mais tu as un temps sur semi qui n'est pas à ton niveau, par exemple, j'ai vu. C'est quoi? C'est que vous n'aimez pas, en fait? Non, moi, j'ai juste testé un semi l'année dernière, comme ça, avec le long, sans forcément de prépa. Et c'était juste comme ça. Cette année, je devais en refaire un, mais je me suis blessé 2 jours avant. Ouais. Mais en fait, moi, le 10 km, ça s'est bien passé cette année où je fais 29-30 à Bordeaux. Mais c'était, moi, le 10 km, j'avais une histoire compliqué, j'avais abandonné 2 fois à Bordeaux. Avant, ils ont changé le parcours cette année qui est ultra roulant. Avant, on passait les ponts et je passais le pont au 3e kilomètre avec des virages très serrés. J'arrivais au 3e, 4e, j'étais déjà cuit. Et parce que tu sous-estimais la distance et tout? Je sais pas. Pourtant, je faisais déjà du long, on va dire, les 2 dernières années. Je sais pas. Et là, cette année, on n'a pas fait une seule speedyborn avec Marek. On a fait. Après, je suis allé au Kenya, donc je suis rentré, j'étais en Cannes, mais on a fait que du seuil, de la VMA et 2 petites séances un peu plus rapides en rentrant. Et là, j'ai pris un plaisir de fou pendant la course, quoi. Ouais. Mais sur 10 km, je sais que j'en referai un dès l'année prochaine et j'essaierai. C'est ton côté de cours qui te faisait partir trop vite à chaque fois là? Non, je partais même pas trop vite. Ah je sais pas, mais en fait, je pense qu'il y a côté durabilité dans la course où il y a des gars, les coureurs de 1500 en général, quand tu les regardes courir, même là, il y a eu Houille il y a 2 jours. Les gars comme Flavien Zott, c'est pas les gars qui jouent 27 minutes ou 28-0, quoi. Ouais. Ils sont très forts, mais comparés aux coureurs de 5000, 10 000, ils sont toujours un peu un cran en dessous, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Je pense que les coureurs de 1500, tu vas me dire après, si on met Jacob sur 10 bornes, je pense qu'il y a un côté. Mais sur semi, il s'en rappellera aussi. Ouais. Non, je pense que comme tu prépares, ça se prépare pas, t'as pas la même prépa qu'un coureur de 5000. Et je pense que être coureur de 15, tu peux être bon sur 10 bornes, mais pas excellent comme le coureur de 5000. Moi, on va dire, je crois, les perfs que je fais sur piste, ça vaut moins de 29. Je les ai pas fait. Quentin Chiarisoli, qui a un peu le même profil que moi, il a réussi à les faire, mais je pense que lui, il a peut-être même s'il est aussi rapide que moi sur 1500, il a peut-être un profil plus long.
Mais ouais, moi je sais que là, moins de 29, je les avais pas dans les jambes, quoi. Ouais, tu verras pas. Et le semi, c'était un test et au final, ouais, moi je pense que tant que je progresse sur le cours, Ok. on retardera le passage sur plus long. Ça te motive pas justement de faire des chronos que tu n'estimes pas à la hauteur, de justement aller chercher, non? Ouais, Non. mais je considère qu'on peut pas tout faire Ouais, dans tu une peux saison pas en tout fait. Et bon, même si cette année c'était prévu de faire un semi, c'était plutôt pour valider 2-3 mois d'entraînement et plus Ouais. une période que le chrono, le top chrono qu'on va rechercher plutôt l'été ou Et en là, tu indoor. voulais faire combien sur ce semi? Si je partais avec le groupe il y a Junior 6-0 pour essayer de faire moins d'une 6 quoi. Ouais, ok. Ce qui, quand tu regardes les perfs, c'est moins fort que ce que je fais sur Ah piste. oui, oui. Mais je pense pas être capable de faire une 3 quoi. Ok. Enfin, j'en suis sûr. Toi, Baptiste, tu as 2 sélections en équipe de France. Tu peux en parler un peu? Ouais, En jeune. ouais, c'était équipe de France jeune, donc U23, espoir. C'était un peu l'aboutissement et le rêve, je pense, de tous les jeunes qui courent et surtout à notre niveau où on faisait les championnats de France jeunes. Moi, j'ai fait plusieurs places de finaliste, mais j'étais toujours, comme on disait au début, en second rideau, quoi. Jamais dans la course vraiment pour la sélection. Et j'ai arrivé en espoir 2. Pascal, notre entraîneur, du coup, au début de la saison ou en mai, je ne sais plus, avril-mai, il nous dit que c'était sa dernière saison qu'il arrêtait d'entraîner après. Ah, ça m'a fait mal au cœur et surtout on a parlé, il m'a dit bah ouais j'aurais bien aimé continuer, faire des choses, faire une sélection avec toi, des choses comme ça. Et donc on court, la saison se passe, je bats mes records sur steeple. Adrien m'aide à trouver des Dragonfly pour courir parce que j'en avais pas à l'époque. Et championnat de France élite, je fais 8,44, j'arrive 10e et premier espoir. Les minima c'était 8,40. Et je savais que 2 ans avant, Anto Pontier était allé aux Europes avec 8,44, je crois aussi, ou 8,45. Et en regardant les bilans, et même dans les conditions pour être sélectionné, il y a les minima 8,40, mais il y a aussi la place au bilan européen. Et donc il fallait être dans les 12, je devais être dans les 10, un truc comme ça. Et donc Jeff, qui était à la Fédé, nous avait dit mais ça va passer, t'inquiète. Il en avait parlé avec Pierre-Charles Peuf, le référent U23. Et donc j'étais sûr à 99% de faire une première sélection, c'était incroyable. Et il fallait attendre le mardi pour voir la sélec sortir et le nom sur le téléphone avec la photo. Et quand c'est sorti, c'était vraiment un soulagement. Et après, on s'est vraiment préparé pour la compétition. Et c'était quoi la compétition? C'était les championnats d'Europe U23. Mais c'était où? À Tallinn, en Estonie. Et en quelle année? 2021. 2021, ok. Donc ouais, championnat d'Europe, donc c'est vraiment une grosse compétition en plus. Et beau voyage et tout là. Ouais, super voyage. C'était un peu particulier par contre parce que c'était encore la fin du Covid, donc on n'avait pas vraiment le droit de sortir de l'hôtel, etc. Mais j'ai fait des super rencontres. Après la compète en elle-même, je me souviens, les séries, c'était les 4 premiers qui passaient, je crois. Il y en avait autant aussi. Et dans ma série, ça n'a pas couru très vite. Et genre à 500-600 mètres de l'arrivée, je suis 7 ou 8. Et je pense que c'est une des seules fois de ma vie où je me suis dit putain, il y a des gens qui sont venus me voir, il y avait toute ma famille qui était venue, il y avait Pascal, mon entraîneur, pour sa dernière compétition. Je me suis dit putain, t'es là, t'es au championnat d'Europe, il y a tout le monde qui est venu te voir, tu peux pas terminer comme ça. Et j'ai fait un gros dernier tour pour au final arriver 4e, me qualifier en finale. Ouais. Donc la finale 2 jours après, j'avais pas récupéré physiquement. Je fais dernier, mais déjà j'ai fait finale des championnats d'Europe. Tu fais 12e, pas dernier. Non, 15e. 15e? Non, je fais dernier. Ouais, mais tu fais 15e, pas dernier. Oui, je fais 15e, mais voilà, c'était au début de la saison, j'en rêvais des championnats d'Europe, mais c'était pas un vrai objectif où je me disais je vais les faire, quoi. Ouais. Et l'année d'après, je suis passé avec Jeff du coup, j'ai encore progressé, je fais 8,36. Du coup, je fais cette année-là, c'était championnat méditerranéen U23. Donc c'est une compète, un niveau un petit peu moindre par rapport au championnat d'Europe, c'est avec quelques pays autour de la Méditerranée. On est moins sur la ligne de départ, il y a moins de niveau. Je fais quand même 3e, donc c'est une médaille internationale. C'est pas à négliger, mais voilà. Et tu avais fait une finale aussi de championnat de France, je me souviens que je t'avais vu à la télé, c'était pas sur 1500, c'était pas en salle. En salle? Ouais, non? En 2023, ici à Clermont. Ouais, là, c'était à Clermont. Ouais, c'était un peu après. Ouais. C'était une saison, il me semble que j'étais parti au Kenya en novembre. Et on s'est dit que j'allais faire un peu de salle. J'ai fait 2 1500, un 3000. Donc j'étais qualifié sur les 2 au France Elite. Ok. J'avais envie de faire le 1500 parce que je m'étais dit que j'allais prendre un peu plus de plaisir. Et tu avais bien couru, je crois, non? Ouais. Bah, j'avais battu mon record de 2 secondes. J'avais fait 3,43 en salle. Alors que mon record c'était 3,46 en extérieur avant la saison.
et je fais 5e. Voilà, c'est ça, ouais, tu avais Donc, fait une bonne place. je me souviens, je l'ai regardé. puis à la maison, je suis pas quelqu'un de très connu au Clermont Athlé, comme un Yann Chaussinan, Marjorie Vessière, des gens comme ça, qui ont l'habitude de faire des sélections et des médailles. Mais sur la ligne de départ, le fait que j'ai le maillot du Clermont Athlé, quand le présentateur a dit mon nom, il y avait plus de bruit, quoi. Ouais. Donc ça fait plaisir. Toi, Adrien, tu as déjà fait une finale de France Élite? Non, J'ai c'est pas mon, vérifié, c'est c'est pas mon une grand question. objectif. Ouais. En gros, l'année dernière, moi j'ai toujours un peu une progression linéaire. Donc avec les chronos que je faisais, c'était pas du tout porte ouverte pour moi. Et l'année dernière, j'ai passé un cap. Donc les élites avant le début de la saison, c'était pas un objectif. Je suis pas passé, je suis deuxième non pris pour 33 centièmes sur 1500. Sachant qu'avec 3,40-52, tu vas aux élites tous les ans, depuis la nuit des temps, sauf en 2025. Ouais. Donc ça c'est le jeu, c'est le sport, c'est l'augmentation des perfs. Du coup, jamais. Et moi c'est un peu... Enfin, comme je t'ai dit, moi je pense qu'intrinsèquement il y a des choses que je serais incapable de faire. Donc faire une sélection d'équipe de France senior, c'est pas que je me ferme des portes, mais je suis réaliste. Alors moi mon gros objectif, ce serait de faire les élites en salle et en plein air cette année. En plus c'est à Clermont et comme Baptiste l'a dit, il y a une ferveur et apparemment les gens m'ont dit, même si c'est pas les championnats de France d'été où du coup ça a plus de prestige, on m'a dit les France élites à Clermont en salle, c'est quelque chose. Et attends, t'es licencié à Clermont, toi? Ouais. Ouais. J'ai toujours été à Clermont sauf 2 années, 2018 jusqu'à 2020 quand je suis arrivé à Toulouse pour mes études. Puis quand tu connais un club qui marche, bien structuré, que tu as encore les copains, je suis retourné à Clermont. Donc depuis 2020, je suis toujours licencié à Clermont et j'ai dit que tant qu'on gagnait les France de cross par équipe, je resterai au club. Ok. Donc les championnats de France, ce sera dans cette salle là, fin février, je crois. Yes. Ouais. Fin février, toi aussi, donc c'est l'objectif sur 15? Ouais, moi vraiment l'objectif de la saison hivernale, c'est de faire un bon France de cross à chaque fois. Ouais. Je vais faire un peu de salle, au moins 1500 à 3000. En fonction des résultats, soit il y aura les France élites, soit il faudra recourir. Mais déjà, l'objectif, c'est de faire un bon France de cross. Ok, tu l'as pas coché vraiment? Non. Non. J'ai envie de courir vite en salle. Après, voilà, les chronos pour se qualifier, c'est plus les mêmes qu'il y a 2 ans quand je les avais faits. Donc, je vais tout donner. Et si je les fais, tant mieux, je donnerai tout. Mais j'ai surtout envie de faire des bons France de cross. Et justement, on parlait un peu avec ironie du bicarb, mais tu dis que tu as amélioré tes chronos dernièrement. Tu dis que les chronos sont plus tous les mêmes qu'il y a 2 ans. Comment on l'expliquait ça? Moi, il y a quelque chose que j'arrive pas à expliquer, c'est que ça fait déjà plusieurs années, je ne serais pas à dire 2, 3, qu'il y a les mêmes pointes, il y a déjà le bicarb, et les chronos font que progresser encore. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que tu compares un 2025 avec un 2015, il y a des différences et tu sais l'expliquer. Mais moi, la différence entre un 2023 et un 2025, je suis incapable de l'expliquer. Ouais. Après, En fait, je pense que l'entraînement, c'est un peu... Enfin, les gars de notre niveau, parce que bon, tu as les gars devant qui sont forts, ils ont du temps, ils ont des moyens, ça progresse. Mais les gars de mon niveau, pourquoi on progresse? Mais je pense j'ai une explication, moi. Je pense qu'il y a peut-être un investissement supérieur et il y a peut-être une professionnalisation de l'entraînement. Quand je dis professionnalisation, c'est pas forcément gagner de l'argent en courant, mais plus de sérieux. Et à part ça... Moi, j'ai une explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais je pense que tu vois, il suffit qu'il y ait un mec qui tente, je sais pas, Quentin Chirisoli qui tente le sub 29, qui le fait, et bah toi qui n'as jamais pensé le faire, tu sais que tu n'es pas loin de son niveau, et bah il l'a tenté, il l'a fait, tu vas le faire. Et je pense qu'il y a un effet boule de neige un peu comme ça, non? Tu penses pas? Ouais, si, je pense que ça joue un peu, mais c'est vrai qu'il y a eu les nouvelles technologies et l'entraînement, ça joue beaucoup. Après, à ce niveau, sur le fait de s'entraîner les uns les autres, ça se vaut au top niveau. Quand on voit la densité sur 1500, ils sont 7 ou 8 à avoir fait l'INUNA pour les mondes. Et les gars, ils se sont motivés les uns les autres, ils veulent tous y aller, ils veulent tous leur place en équipe de France. Ouais. Peut-être qu'à notre niveau, il y en a plein qui veulent leur place aux France Élites et ils savent qu'il faut courir plus vite. Donc, tu vois, après, c'est un tout. Hein, moi, c'est peut-être, entre guillemets, c'est mon rêve. Genre, je fais 3,40, tu peux dire, t'y vas pas, tu vois, les gars sont meilleurs. Et t'as envie, tu te dis, ok, je suis en bonne santé, j'ai du temps encore, je remets le couvert pendant une année pour essayer de faire mieux, quoi. Sauf que si tout le monde raisonne comme ça, faudra faire 3,38 pour aller aux élites bientôt, quoi. Mais tu vois, Jeff, il en parle, et le fait que Gressier ait été champion du monde, tu vois, ça casse un peu des barrières, quoi. Ouais, surtout sur une discipline comme ça, dans le demi-fond, le 10 000 c'est même presque du fond. Il y a d'autres gars qui
qui veulent faire pareil maintenant et qui savent que c'est possible. Je pense qu'il y a cet aspect mental on ne pense pas assez en fait. Je pense qu'il est essentiel. Sûrement. Justement, vous parliez des pointes. Si on fait un peu le lien avec la route, vraiment les chaussures de route, moi ce que je connais plus, ça a vraiment pimpé les chronos. Les pointes, vous avez senti la différence aussi beaucoup? Moi, je sens pas la même différence. Dans le sens où tu mets une carbone au pied, tu te sens sur un nuage. Ouais. Après, les gens vont dire, ouais, je parle du bicarbe des pointes, comme quoi ça ne nous aide pas, mais c'est vraiment au niveau de la sensation. Les pointes, les Dragonfly par exemple, c'est un chausson, mais j'ai pas une impression de ça me propulse et ça me fait gagner X secondes. Je suis d'accord. Alors que la carbone, la première fois et même les nouvelles que j'ai, tu mets la chaussure, tu es sur un nuage, tu sens tu fais 2 foulées, tu sens que c'est strato et que c'est incroyable. Ouais. J'ai moins cette impression-là sur la pointe, même si les pointes sont ultra performantes, il n'y a rien à dire. Ça fait forcément gagner du temps. J'ai moins cette sensation dès que je les mets au pied. Après, surtout, je ne sais pas si c'est une grosse différence, mais les chaussures carbone, sur route, elles ont toute une plaque carbone maintenant, ou des fibres ou des tiges. Et je trouve que tu sens la différence dès les premiers appuis. Nous, on a couru, je pense que c'est à peu près pareil, beaucoup en Dragonfly. Les premières versions qui n'ont pas de carbone, qui ont que de la mousse. Donc est-ce qu'il y a moins ce ressenti? J'ai jamais testé d'autres chaussures carbone, moi, donc je ne saurais pas dire. Ouais. C'est pas le même ressenti entre les chaussures sur route et les pointes, mais ça a aidé à améliorer les perfs. Ouais. Mais je pense qu'on ressortirait une chaussure d'il y a 4-5 ans. Là, on verrait la diff et je te dirais, ah ouais, les Dragonfly, c'est cheaté quoi. Mais c'est sûr qu'en termes de confort, par contre, c'est. Ouais, musculairement, c'est pas le même travail. Enfin, moi, j'ai pas eu autre chose que des Dragonfly chez Nike. Mais je sais pas s'il faut citer. Ah, tu peux. Mais ouais, je pense que sur le 3000 et le 5000, c'est ouf. Et bon, après sur 1500 aussi. Hein. Mais ouais, je sens pas la même chose que sur des carbones sur route. Quoi. Ouais. Et sur route, justement, si on fait un peu le parallèle, ce côté très élitiste de la piste, là, vous qui en bouffez depuis 15 ans, vous n'avez pas envie un peu de. Vous n'avez pas ce côté route un peu festif, rock'n'roll? Après, élitiste, il y a de tout sur piste. Ouais. Il y a moins de monde qui peut courir. Ouais. Parce que les courses, c'est 12 gars au départ. Oui, donc du coup. 40 dans le meeting sur une discipline, alors que tu vas sur une course sur route. Ouais, mais c'est pas des péjoratif quand tu es élitiste. Mais cet effet, justement, moins de masse, c'est moins une fête, tu vois. Après, peut-être que Adrien, c'est un peu pas. Mais, moi, ce qui m'anime, c'est la performance, quoi. Ouais. C'est super bien de voir le développement des courses sur route, qui est de plus en plus de monde, mais moi, ce qui m'anime, c'est la performance. Je préfère faire 10e des élites en faisant 3,39 en salle que gagner une course locale où il y a plein de monde. Non, mais je te parle pas des courses locales. Non, mais ce que je veux dire, tu préfères faire 3,39 au championnat de France sur piste où tu as 3 mecs dans les tribunes qu'une course sur route où y a pas trop. Non, j'exagère. Non, j'exagère. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Après, tout l'engouement qui est autour, ça ne fait pas envie des fois de la route. Moi, par exemple, Bordeaux, je vais te donner un exemple très récent. En novembre, le parcours a été changé, il y a eu des pluies de performance et il y avait vraiment une ambiance de fou. Genre le dernier 2 km, c'était vraiment ouf. Mais par exemple sur piste, l'athlète je le fais pour la perf, mais aussi pour le partage, que ce soit avec Baptiste ou avec mes potes. Je vais te donner un exemple, meeting de Toulouse, je bats mon record. Il y avait tous mes potes de Bordeaux, de Toulouse qui couraient aussi au meeting, qui étaient sur place. Donc tu as tous tes potes. Et genre je me rappelle, en plus c'est un copain qui organise en partie le meeting de Toulouse. Il y avait des gars qui étaient couloir 3 ou 4 au 200 en train de me gueuler dessus, Mais ça, moi, ça me transcende, tu vois. Genre, il y a des gars à 2 mètres de moi, ça me. Sur route, t'as la ferveur populaire, mais. Non, mais c'est. Moi, j'ai jamais vraiment fait de course sur route, donc à part quelques 5 km, donc j'ai pas vraiment vécu ça. Après, c'est à la mode et je pense que c'est très bien pour le côté conditions physiques du pays, que des gens se mettent à courir et qu'il y a une ferveur. Non, mais je vous parle pas des courses à saucissant non plus, mais tu vas sur 10K de Bordeaux, il y a peut-être 50 mecs qui font moins de 30, mais il y a peut-être 2000-3000 personnes au départ et ça court de 27 minutes à, je dis une bêtise, 1h30 quoi. Et c'est très bien qu'il y ait cet engouement-là pour le running. Ouais, mais je voulais pas mettre en opposition l'un et l'autre, en fait, je voulais juste... dire qu'en fait sur route, moi je trouve que tu as des ambiances stade de foot en fait. Je trouve que c'est. Mais je pense que toi tu as fait peut-être des plus grosses courses. Et moi en fait vu qu'on en fait pas beaucoup, moi j'ai pas trop d'expérience et
Parce que Tu vois, t'as fait Valence, toi, non, déjà? Voilà, tu Ouais, vas au voilà. marathon de Valence, en fait, tu as C'est- toute la ville la veille. t'as C'est tout le monde l'événement qui de l'année en court. même temps en Europe. Ouais, Mais ouais. Mais moi, je pense- Berlin, c'est un peu pareil. Ouais. Tu vois, tu croises Moi, tout genre, le j'ai monde. pas eu l'occasion de faire trop d'événements comme ça, donc peut-être que je connais moins Ça vous fait aspect-là. pas plus envie que ça. Pour le moment, non. Après, tout à l'heure, quand Adrien a parlé du kilomètre, on n'est pas revenu là-dessus. Enfin, mais moi, la route, pour le moment, ça m'attire pas du tout et le plus long. Ah ouais? Ce que je me dis, c'est pas du tout prévu. Si Jeff écoute ça, si aujourd'hui je dois me reconvertir et changer de discipline, j'ai envie de faire du 400 ou du 800, quoi. Ah ouais? J'ai pas envie de faire du long. Alors, faut pas jamais dire jamais. Peut-être que je ferai un marathon un jour dans ma vie, mais aujourd'hui, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, quoi. Et tu vois, pour réconcilier les deux parties, moi, il y a un truc que j'adorais qui existe, comme un peu aux États-Unis, je sais plus à qui j'en je sais ce parlais. que tu veux dire. C'est les 1500 sur route, les Les miles miles. sur route. Ouais. Bah, ça, C'est oui, génial, bah, ça. ça peut être. C'est dommage qu'il n'y en ait Bah, pas en il- France. Ouais. Il y avait Alexis Millet qui avait lancé ça à Dijon, non? Ouais, Ah ouais, ils dans une faisaient ville, des ouais, 1000 il a mètres fait ça. dans la ville. C'est sûr que oui, là, il doit y avoir. Enfin, ça attire du monde, il y a l'ambiance aussi qui est autour. Et ouais, c'est une super Ouais, initiative. en fait, tu ça. vas dans une plutôt grande ville, tu fais ça dans une Enfin, c'est compliqué parce que il y a des gars à Toulouse qui on en parlait comme ça. C'est compliqué, je pense, vis-à-vis de la mairie, mais je pense que tu fais ça dans un centre-ville, sur une ligne droite ou Ouais. un format dynamique. Je pense que ça peut être très intéressant. Ouais. Et le mile, vous en avez fait un peu? C'est quoi la différence entre un mile et un 1500? 109 mètres. Ouais. Et ça change Euh, beaucoup, la prépa et tout. Bah, les meilleurs coureurs de 15 Ouais. de miles, c'est les meilleurs coureurs de 1500. Bon, Ouais. Je pense que ça change absolument rien. Ouais, après, on n'en a jamais fait parce qu'en France, il y en a très peu. C'est Ça vous une tente distance- pas d'avoir une Franchement, référence en fait, dessus? non, bah, en fait, t'en as pas beaucoup et la saison est déjà bien pleine. Mais je me dis, tu fais moins de 4 miles, c'est quand Ouais, même quelque chose c'est une de barrière, sympa. Et je pense qu'en faisant 3,40, tu fais moins de 4 miles. Ouais. Mais aussi, la discipline olympique, c'est 1500. Donc, Ouais, c'est vrai. c'est la référence. Tu vois, c'est comme le 1000 mètres, ça se court beaucoup moins chez les seniors. Ouais. Ouais, mais on aime bien avoir une rêve, tu vois. Et ouais, et je sais pas pourquoi le mile, ouais, c'est pas passé distance olympique et le 1500, ouais, je connais pas l'histoire de tout ça. pas du Ouais, tout. mais si tu commences à faire 800, 1000, 1500, miles, 2000. Non, mais inverser le 1500 et le Ah ouais, mile, mais ça ne pourquoi change pas grand-chose sur la l'Amérique, course tu vois, en pas eu elle-même. l'influence d'imposer sa Ah, distance? c'est vrai, ça. Ouais, Toutes les distances sont maîtrisées. ouais, c'est vrai. Bonne question. Baptiste, ouais, je voulais qu'on parle un peu justement de ton. Souvent, on te voyait comme le sparring partner d'Alexis Félu. C'était le cas ou pas du tout en fait? Vous vous entraîniez ensemble et. Ouais, on s'entraînait ensemble. Après, la différence, c'est que lui, il était vraiment professionnel. Moi, quand je suis venu avec Jeff, j'étais encore dans les études. Alors, j'avais la chance d'avoir quand même pas mal de temps libre et d'avoir le statut de sportif, d'être sur liste ministérielle. Donc, j'ai pu partir en stage plusieurs fois avec Alexis. Sparring partner, enfin, on était partenaire mais d'entraînement, mais je pense que Vous étiez partenaire. ça me boostait autant que ça le boostait. Ok. J'imagine. Enfin, moi, alors, je suis arrivé après qu'il ait fait les Jeux. Même s'il n'était pas au top de sa forme, sur les séances, quand j'arrivais à l'accrocher, tu te dis putain, le gars il a fait 12e au jeu, je suis derrière son cul, j'essaye de l'attaquer, c'est stimulant, quoi. Et lui, je pense, il s'est beaucoup entraîné tout seul. Ça lui a permis un peu de casser la monotonie aussi de l'entraînement, Mais d'avoir est-ce que quelqu'un. tu lui servais de lièvre par exemple en période olympique et tout? Non. Ou pas du tout? Non, ok. Non. Vous étiez partenaire. C'était plus lui mon lièvre et lui il avait Jeff en lièvre devant, quoi. Donc Ouais. sur des séances, des spéciples, on en a fait très peu ensemble. On faisait pas au même moment par exemple pour que Jeff puisse être avec nous sur les deux séances, mais on a fait des séances en salle où il y avait Jeff à vélo et moi j'essayais de suivre Alex le plus longtemps possible, quoi. Ouais. Le Ok, vrai ouais. sparring, il aurait fait quoi? Il aurait fait je fais les deux la tiers de moitié de la séance. séance, mais Ouais, tout non, devant, ouais, quoi. ouais, je sais pas. Je pense, ouais. ouais. Non, c'était quand je pouvais sur des VMA, des trucs comme ça, on se relayait, quoi. Mais c'était pas je lièvrais jusqu'à ce que j'en puisse plus et après lui il terminait. Non, on faisait tous Ouais. les deux notre séance. Si j'arrivais à être avec lui, tant mieux. Sinon, j'étais derrière. Il y a une salle là où tu t'entraînes à Bordeaux? Il y a une piste indoor? À Bordeaux, ils ont le vélodrome. Donc, tu as la piste de vélo et tu as une piste au milieu, une 4 couloirs. Ouais. Et les conditions qu'on a ici, c'est ouf. Ouais. Moi, j'ai pour habitude de dire qu'on a la 3e meilleure salle de France, même si j'ai jamais couru dans une autre salle. J'ai jamais eu l'occasion. Peut-être que cette année à Lyon, ça changera. Mais les infrastructures qu'on a là, c'est fou. Et à Bordeaux, ils ont déjà organisé des élites. Mais quand tu compares la qualité des infrastructures ici, Ouais. c'est vraiment beaucoup moins bien à Bordeaux. Ah bah même le nombre de pistes par habitant, je pense qu'à Clermont, on est une des On villes les est mieux loties, très je bien lotis et moi j'ai connu que ça, j'ai jamais bougé pour les études ou quoi. Et une fois qu'on a connu la salle, on l'aime bien, Ouais. quoi. Mais ma question, en fait, je voulais amener au fait que quand tu t'entraînes pas, moi je m'entraîne très peu en salle,
Les peu de fois où je le fais, le lendemain, j'ai l'impression d'avoir fumé un paquet de gitane. Ça vous le fait, bon, encore, ça? Non. Non, moi non. Jamais C'est mal à la plus gorge, à peut-être parler. au niveau musculaire, genre quand on revient sur la piste en salle, parce que les virages sont plus serrés et Ouais. incurvés. Vraiment au début de la saison, quand je refais les premières séances, on peut le sentir un peu, mais c'est Ok. vraiment musculaire, quoi. Ah ouais, la poussière et tout, ça vous a jamais gêné? Non. Ah ouais. Non, moi, jamais, franchement, jamais. Ok. Vous avez quelque chose à ajouter ou pas sur vos... C'est quoi l'avenir là du coup? Battre toujours vos records sur cours? L'avenir, quoi, En à court terme? À court terme, ouais. À court terme, moi, c'est prendre du plaisir, toujours partager ça avec les copains et la famille le plus longtemps possible, et battre mes records et essayer d'aller aux élites, Ouais. on va dire. Quand on a un frère comme ça, qu'on foire sa course, on fait quoi? Et si son frère, on a envie que son frère réussisse, on vit sa victoire par procuration, comment ça marche? Ou des fois, dans le fond, on espère, comme on a foiré, on espère qu'il foire aussi pour... Non, je pense qu'on n'espère jamais Non. qu'il foire. Après, je sais pas, enfin, moi je suis toujours content quand il réussit. Enfin, j'ai le souvenir à Toulouse quand il fait 3,40. Moi je venais de battre mon record sur stick, mais très peu alors que je visais beaucoup mieux. Et en fait, c'était pas spécifiquement Adrien, c'est dans la course, tous les gars ont explosé leur record, quoi. Ouais. Et là, je me suis dit, putain, mais comment ils font pour tous exploser leur record? Et moi, j'ai gagné 1 seconde sur stick, quoi, c'est rien. Et il y a 5 secondes où je me suis dit, putain, mais comment eux ils font tous? Et après, c'est trop bien pour eux, genre, ils sont Ouais. trop forts. Et moi, un mois après, j'ai fait comme eux, donc ça m'a boosté, comme tu le disais, de Ouais. les voir accélérer. Mais entre nous, ça a toujours été sain. Ouais. Bon, les courses qu'on a fait ensemble, on essaye de se battre, hein. Quand on est sur la piste, Je on veut pense que je terminer l'ai pas devant l'autre. beaucoup battu. En confrontation directe, voire peut-être. Je sais que les crosses, Les crosses. FFSU, on a fait quelques France de cross FFSU ensemble. C'est le seul deux. moment où je te battais. Non, pas le seul moment, mais je me souviens qu'à chaque fois, tu me battais là-dessus. Sinon, Mais, en confrontation directe, je suis pas très bon. Et pour revenir à ta question, moi, les compètes qui sont pas bien passées ou quand ça se passe pas bien, moi je suis deck pour moi, mais je sais que quand il court, je suis un fou furieux. Moi, il y a des règles dans les meetings sur les pistes, des fois je passe par-dessus la barrière, j'essaie de me rapprocher et je gueule comme un fou. À Lyon, t'as fait le steep. ouais. Bon, à Lyon, j'étais dans les choux. Mais ça m'a pas empêché que j'ai donné de la voix et j'étais à fond derrière lui, quoi. Et c'est marrant ce que tu disais qu'en confrontation directe, tu l'as rarement battu. Ça me fait penser au frère Lebrun là en ping-pong. Ouais, ah oui. Parce que l'aîné, il est sur le papier moins fort que le jeune. Mais Et il avait a déjà battu battu. il a perdu qu'une fois là récemment. Là. Ouais. Il avait toujours battu. Ouais. Et toi, comme c'est ton petit frère, tu sens que tu as la C'est mon grand frère. Putain, mais oui, putain, oui, mais je mélange tout. Ah oui, donc c'est le contraire en fait. Ouais. Ouais. Ok. Bah, surtout que dans les catégories jeunes, on n'était pas ensemble, mais les dernières années, j'avais quelques secondes d'avance, on va dire surtout sur 1500, parce que c'est la discipline qu'on fait vraiment tous les deux. Mais l'année dernière, ça a changé, il est repassé devant, donc moi j'ai envie de repasser devant maintenant. Ah, Mais il est en confrontation directe, il est devant, mais je regarde la caméra, 2026, ça va changer. Ouais. On verra. Mais je pense qu'il disait aussi, est-ce qu'on est content pour l'autre et tout? C'est peut-être plus à lui de parler, mais notamment quand j'ai fait sélection en équipe de France, c'est peut-être un truc dont il rêvait aussi et ça lui a fait plaisir. Il est venu me voir à Tallinn au championnat d'Europe et c'était Ouais. un peu un rêve qu'on vivait tous ensemble, quoi. C'était moi qui courais, mais c'était tous ensemble, surtout que, comme je disais tout à l'heure, il m'a cherché des chaussures et des courses, des chaussures carbone pour que je puisse courir plus vite et me qualifier. Ouais. Il a aussi sa part là-dedans, quoi. Parce qu'il y avait un footballeur qui l'avait avoué ça. Je crois que c'était Koscielny qui n'était pas allé aux mondiaux là, en 2018 quand ils sont champions du monde. Et après coup, il avait reconnu que dans le fond de lui, il espérait que l'équipe de France perde Ça marche parce pas. qu'il n'y était Ouais. pas allé. Ouais. Ah. Il avait reconnu, il faut du courage quand même pour lui. Et pour peut-être un truc que j'ai jamais dit à personne, mais moi je sais que quand il est arrivé en étant jeune et qu'il a commencé entre guillemets à faire mieux que moi, j'ai peut-être pu mal le prendre et avoir une espèce de concurrence. Ouais. Ça a été bref. Et comme il l'a dit, moi je me rappelle en 2021, j'étais en Erasmus à Séville et j'étais derrière mon écran, il était au France Elite à Angers, et j'étais fou furieux et je pense que j'ai dû gueuler comme un malade et au final je pense que la concurrence entre guillemets est très saine. Et à part ce petit Anthony Pontier se foutrait de moi, mais à part le terme de la couronne de la famille, le record de la famille, moi ça me fait plaisir quand il bat ses records. Et franchement, il aurait fait 3,39 à Cergy le jour où il fait 3,40. Je me serais dit, ok, trop content pour lui et à moi d'essayer de faire Ouais. aussi bien que lui, quoi. Ouais, et puis c'est surtout chronométriquement parlant, parce que lui, il espère faire les France Élites.
Alors à part en salle, mais l'été, moi, il y a peu de chances que je lui prenne une place au France Elite, tu vois déjà. Donc il n'y a pas cette concurrence, il m'a pris ma place, etc. Moi, je fais le steep tous les ans et je pense que ça va continuer pour le moment. Donc, Et puis ce que tu disais, je pense que c'est normal qu'à 18 ans, quand les forces s'équilibrent, tu vois, que tu sois comme ça. Maintenant à 27 ans, tu as un peu de recul. Non. Et puis comme il dit, tu vois, je l'ai à Tallinn, j'y suis allé. Et enfin, moi, j'essaie de suivre au maximum. Enfin, les élites, je vais souvent voir les élites. Et enfin pour l'encourager. Et cette année j'étais à Talence. Alors ok, je regarde les cours, je me dis je suis deuxième non prix, mais en fait je passe un super moment. C'est un spectacle, il y a le frérot qui court. Donc ouais, très sain je pense. Si on passe à la deuxième partie, justement on parlait du côté chaud de la route. Qu'est-ce que vous pensiez vous du grand slam track et tout ça là? Le fond de l'idée est pas mauvais parce que pas mauvais, ok. Moi, non, mais dans le sens de mettre de l'argent l'argent et en faire un spectacle pour attirer du monde, tant mieux. Après, comment ça s'est mis en place, bon, je n'ai pas tous les détails, mais c'est peut-être pas le mieux parce que je n'ai pas les revenus des gens qui ont participé, mais c'était des courses où ils étaient très peu nombreux, ils étaient 8 par discipline. C'était déjà les stars de l'athlétisme, alors forcément, c'est eux qui vont être la vitrine de l'athlétisme. Mais c'est eux qui gagnent aussi déjà le mieux leur vie et c'est pas ceux en dessous, le nombre d'athlètes, je pense, en équipe de France et sûrement dans les autres équipes nationales qui galèrent à gagner correctement leur vie. C'est eux qui ont besoin le plus d'argent possible, c'est pas les stars. Ouais, tu vois le côté un peu social qui augmente l'inégalité. Ouais, moi je voyais vraiment le côté chaud, tu vois, c'est le truc qui m'emballait moi. Au final, le show, il y a beaucoup de gens qui disaient que ça allait pas marcher. Je crois quand tu disais l'équipe, l'entraîneur de Fenkable, Laurent Mevy, il y en a beaucoup qui disaient le modèle économique n'est pas viable. Il y a eu un article qui est sorti il y a 2 semaines, ils sont en faillite ou en liquidation judiciaire. Il y a ça et puis c'était pas un show, il y avait personne dans les stades. C'est pas parce que tu as un athlète qui fait le show. Moi je trouve que ça n'a pas pris et peut-être que l'idée est bonne. Mais... Ils ont eu les yeux plus gros que le ventre. La Diamond League, ça marche quand même bien. Il y a beaucoup de circuits, ils ont de la visibilité, les stades sont pleins. En Suisse, par exemple, c'est toujours plein. À Zurich. Alors, est-ce qu'il y avait un besoin sur le marché de l'athlète de faire un... Je sais pas, mais... Je ne pensais pas. Ah ouais. Mais après, moi, je pense que c'était... Je sais même plus sur quoi il fallait le regarder. Moi, j'ai pas vu une seule course en direct, on va dire. Après, je sais pas si on était le meilleur public dans le sens où... je pense que ce qu'on aime, c'est quand on regarde des championnats du monde, c'est la performance, etc. Et on connaît quasiment tous les athlètes, peu importe les disciplines. On n'est pas le public un peu lambda qui tombe sur une course d'athlétisme sans connaître les gens et sans comprendre ce qui se passe, quoi. Ouais, moi je trouvais ça cool de voir un Sacha Zoya sur un 100 mètres, tu vois. C'est intéressant, mais moi j'aimais bien ça. C'est sûr que ça a changé, mais je pense pas que les vrais fans d'athlétisme, entre guillemets, c'était vraiment le public. Le fait de démocratiser les compètes d'athlètes, c'est plus pour le grand public, quoi. Et c'est une très bonne chose que ça se fasse, alors faut que ça se fasse de la bonne manière du coup. Mais et là on est sûr, ça n'aura pas lieu là Non, en fait ils disent c'est pas terminé, mais il faut qu'ils retrouvent de la trésorerie, quoi. Après je pense que ça se trouve c'est juste des déclarations dans les médias, on verra, mais... En plus dans votre domaine, à Tokyo, j'ai une question binaire. Est-ce que vous avez été plus surpris par l'élimination de Habs ou par le titre de Gressier? Le titre de Gressier. Le titre de Jimmy, Ça n'a jamais été fait. Ce qu'il a fait, on l'a dit tout à l'heure, c'est exceptionnel, ça a ouvert des portes. Après, Habs, il a beau avoir couru 3,27, moi je ne le voyais pas sur le podium parce que. Surtout, les courses de championnat, c'est pas les courses de meeting. Et Jimmy est loin d'avoir la meilleure perf sur 10 000, mais c'est lui qui a gagné à l'arrivée. Mais Habs, quand même, comment, vous qui êtes des experts du 1500, comment l'expliquez quand même c'est mieux? Parce que, il avait un peu de marge quand même. Expert du 1500, mais pas d'Azin Habs. Non, ça peut être normal comme ça quand pic de forme. Quand t'es le meilleur, je sais pas. Puis, course, comme a dit Baptiste, une course tactique, c'est pas la même chose qu'une course de championnat. Donc je sais pas. Et puis, pas trop de... Et après Jimmy c'était une surprise, mais quand tu remets un peu sa saison, toutes les pièces du puzzle dans l'ordre, quand il gagne à Zurich en Diamond League, moi je me dis il peut faire un podium. Genre jamais je parie 1 euro sur qu'il allait gagner, mais franchement sur le podium, je me disais c'est jouable. Et puis je pense que
un des facts, peut-être qu'on l'a peut-être pas assez dit, mais je pense que les infrastructures qu'on a en Europe et en France avec les thermorooms où tu peux régler ton taux d'humidité, ta chaleur, je pense que c'est quelque chose qui a joué énormément. Et comme ça n'a pas couru, bah, tout le monde était rincé par les conditions climatiques, ça a joué en sa faveur. Et puis il a beaucoup bossé, là quand on regarde son documentaire, il a beaucoup bossé son finish, ce qui lui manquait. Il avait des grosses refs et comme il dit, Jan Schrub, je lui envie son palmarès alors que je suis meilleur que lui. Je pense qu'il a beaucoup bossé son finish et puis ça l'a fait sur le 3000 à Zurich. Et genre là dans sa vidéo il s'amuse à faire des séances et juste le but de la séance c'est genre le dernier 100 mètres de la séance c'est faire moins de 12, moins de 12 moins de 12 au 100 quoi. Ouais. Après les thermorooms ça a marché mais surtout progressif parce que les autres finalement. Bon, il y en a qui ont bien fait, hein. Nicolas Daru qui fait finaliste. C'est vrai, ouais. Mais c'est des outils où tu peux dire c'est un levier qui fait que tu peux amener quelque chose d'autre le jour du championnat. Et là où les Africains ont peut-être pas ce genre d'infrastructure, j'ai envie de dire, je pense qu'ils l'ont pas, mais je suis pas sûr. Et ouais, les gars, ils ont vu les conditions. Alors je sais pas si ils ont vu les conditions, ils se sont dit on va pas courir. Mais quand tu as des mecs qui valent, je sais pas, font 26, Jimmy il est pas capable. Jimmy fait 13e au jeu, c'était ouf. Moins de 27, c'est oufissime. Mais si les gars ils courent 26-30, je suis pas sûr qu'ils soient capables de suivre. Ouais. Après c'est un championnat, il l'a dit, j'ai été le meilleur ce jour-là et on n'en demande pas plus. Hein. Si vous pouviez vous réincarner, vous préférez vous réincarner en Duplantis ou en Jacob? Bon, je pense enfin Duplantis c'est un showman, mais on reste des demi-fondeurs. Enfin, Jacob il a un palmarès et une consistance depuis qu'il est. Oui, mais on reste des. Moi on est des fans d'athlétisme de toutes les épreuves quoi. Mais on reste des demi-fondeurs dans le fond. Enfin moi personnellement en Jacob. Moi, le côté, je suis pas forcément pour tous les gars qui sont showman, mais Duplantis, j'aime bien Duplantis. Et en plus, moi Jacob plus pour le palmarès que pour la personne vraiment en elle-même. Enfin des fois il est peut-être arrogant. Bon, c'est pas que j'aime pas, mais je suis pas fan de Jacob quoi. Ouais. Et pour la perf, moi je suis je vais même pas donner une réponse, mais pour la perf plutôt le côté Jacob, parce que même si c'est monstrueux ce que fait Duplantis, ça reste une discipline où tu utilises un élément extérieur pour faire mieux. Mais le côté showman et l'aura et le charisme de la personne, Duplantis. Ouais, c'est vrai que Duplantis, je pense qu'il peut faire aimer la perche à plein de gens. Et puis, moi, un de mes souvenirs récents, c'était ouf, c'est Jeux Olympiques. On a eu la chance d'avoir des places au Stade de France. Le soir du record du monde, 6,25, je crois. Ouais, je crois à l'époque. Il n'y a plus aucune épreuve dans le stade, il reste que la perche, il reste même que Duplantis au bout du sautoir. Ouais. Et genre, il y a 80 000 personnes qui font la clap. Et c'est un moment hors du temps. Genre, quand je regarde la vidéo, tu as la clap, tu as le moment où il plante la perche dans le butoir. Donc là, tu as une seconde 5 où il y a un grand silence dans le stade, tout le monde qui regarde et après, tu as une explosion, c'est ouf. Et là, ça se passait comment? Il y a des écrans géants, vous voyez? T'as 2 écrans géants. Après, le Stade de France, même si tu es haut, tu vois assez bien. Ouais. Mais moi, c'est ce côté. C'est des frissons. Enfin, vivre un record du monde qui a durée de vie du record du monde, ça a dû être 2 ou 3 semaines. Hein. Il a fait 6,26 juste après. Mais ouais, le moment, c'est ouf. Et ça, vous trouvez que c'est risqué de battre centimètre par centimètre ou pas? Non, il s'est expliqué là récemment. Ouais, j'ai même pas lu. Il y a un article dans l'équipe. Je suis très article équipe. Il dit qu'il y a un côté financier indéniable, mais c'est aussi le fait qu'il tente jamais ses hauteurs à l'entraînement, que ça demande une pleine possession de ses moyens, quoi. C'est comme quand tu es au départ d'un 1500, quoi. Les sensations que tu as au départ d'un 1500 en compète, tu les as jamais à l'entraînement, quoi. Ouais. Et il y a un risque, c'est une discipline risquée. Et après, il y en a qui critiquent le fait qu'il passe centimètre par centimètre. Moi, ça me dérange pas. Et je pense que on a besoin d'avoir une star dans l'athlète. Depuis l'Air Bolt, il n'y a pas eu vraiment d'énormes stars. C'est vrai. Même si lui, il n'est pas au niveau de Bolt. Je pense que quand on parle à quelqu'un dans la rue, Duplantis, ça leur parle pas. Mais moi, je pense qu'il fait du bien à l'athlète. Ouais, et puis aussi, il marque autant l'histoire en battant un nombre de records du monde du coup à chaque fois. Bon, c'est plus facile à la perche qu'au 100 mètres ou en demi-fond parce que tu choisis ta barre forcément. Ouais. Mais
peut-être qu'il peut battre, s'il avait fait directement 6,40, il aurait battu une fois et puis après, tu ne bats plus jamais ton record de ta vie alors que tu as 22 ans. Ah ouais, mais Ça peut être aussi vaut frustrant. qu'est-ce qui vaut le mieux? Je sais pas, mais bon, lui, il a fait son choix. Franchement, vu le palmarès. Parce que les émotions et les frissons qu'il y a eu au jeu, il peut le faire chaque année à d'autres personnes. Donc, je crois qu'il parle de faire vivre aussi au public des moments de fou, quoi. Après, le risque, c'est d'être dans la forme de ta vie et tu vas te passer à côté de jamais pouvoir faire aussi bien, mais bon. Ouais. Vous avez regardé, vous n'avez pas les courses, vous avez regardé le 10 km de houille là dimanche? Non, très peu. Enfin, on était en ville à ce moment-là. J'étais 2 yeux. J'ai suivi, mais j'ai couru hier avec Quentin à l'entraînement. Pour moi, on fait une fixette sur houille, mais houille, c'est pas un parcours rapide. Il n'y avait pas des bonnes conditions. Bon, Yann a fait un truc vraiment très fort tout seul. C'est là où je voulais en venir. Mais au final, quand moi je regarde la course, moi je regarde les gars à mon niveau, c'est moins dense qu'à Bordeaux, ça sera moins dense qu'à Nice. Ouais. Donc, ça monte. Apparemment ça monte. Du coup, non, j'ai pas forcément suivi. Mais ce qu'a fait Schrub, c'est solide. Apparemment, il a couru tout seul de A à Z. Et il a couru tout seul de A à Z, énorme chrono. Ouais. Après, j'ai jamais fait de 10 bornes sur roue, donc le parcours, c'est sûr que ça doit jouer, mais. Après, il y a eu un record d'Europe. Il a un talent et des qualités. Il est capable. Je pense qu'il est capable de courir aussi vite que Jimmy, quoi. Après, Jimmy est champion du monde et pas Yann. Yann, il est champion d'Europe de cross et pas Jimmy, mais Yann, là, il y a une génération. Les gars, ils sont capables Yann et Jimmy, ils peuvent encore aller beaucoup plus vite tous les deux, quoi. Mais la rivalité, elle est belle, je trouve. Et puis, moi, j'ai hâte de ce qui va arriver début janvier, là, les championnats du monde de cross. Ouais. Parce qu'il y a sur les réseaux, ça parle un peu de la rivalité entre Jimmy et Yann, je pense, qui est très saine et qui aboutit du coup un peu à une union et à une force pour essayer d'aller faire une médaille par équipe avec Étienne Daguinos notamment. Et il y a qui a Fabien Palco, Valentin, Mondouin. Ouais. Et en fait, c'est toute notre génération, en fait, c'est les 2 leaders de la génération qui partent au combat ensemble alors que sur des championnats du monde, les Français, ils n'existent jamais, quoi. Ouais. Et bon, là, du coup, Yann, il prouve qu'il est en forme. Jimmy a prouvé qu'il était en forme avec la course de l'escalade et les Europes. Donc, moi, j'ai hâte des championnats du monde, là, où du coup, il y a cette rivalité qui j'espère, amènera à une médaille. Et vous mettez une pièce sur une médaille, là, collective? Je connais pas les équipes africaines parce que je sais que les dernières années, chaque fois, les équipes de France étaient très loin dans le classement, mais là, je me rends pas compte. Je connais pas les équipes d'Ouganda, d'Éthiopie, du Kenya qui sont alignées, mais je crois le parcours, je me demande si ça fait pas 10 bornes et c'est sur un golf, vraiment le cross à l'américaine, quoi. Donc plus tu es fort sur la route, je pense plus tu passeras mieux sur ce parcours. Et donc là, je pense que tu as 3 gars qui valent moins de 27-20 dans l'équipe. Tu as Fabien Palco qui a dû faire 27-30. Sur le papier, est-ce qu'ils vont faire la médaille? J'en sais rien, mais sur le papier, ils ont tout pour la faire. Ouais. Un dernier point, la dernière de Kipchoge. Vous regardez ça, vous aimez bien un peu? Le marathon? T'aimes pas suis l'actu? Non, je regarde quand même beaucoup de courses. Les marathons, je dis pas que je regarde tout en entier, mais j'essaye quand même de. Quand il y a Berlin ou des marathons comme ça, souvent c'est tôt le matin, donc si je me lève, je mets la télé et je regarde ce qui se passe. Et tu trouves ça beau à regarder un marathon, toi qui aimes la vitesse? Ou tu t'emmerdes? Non, je m'emmerde pas. Quand il y a des perfs, les gars qui courent 2h, 2h2, 2h3. Ils sont tout seuls devant, quoi. Ouais, c'est incroyable de se dire qu'ils courent à ces heures-là. Non, moi j'adore regarder le sport en général et l'athlé encore plus. Donc je regarde pas tous les marathons tout le temps, mais ça m'emmerde pas de regarder un marathon. Et moi, toi, j'apprécie la performance et les coureurs, mais à regarder 2 heures, je trouve ça monotone en fait. Ouais. Mais par contre, s'il y a un truc à faire, c'est regarder un marathon, un major au Kenya, dans un bar au Kenya. C'est une expérience. Je suis allé au Kenya en octobre, il y avait le marathon de Chicago. Je suis arrivé dans un endroit, il y avait 150 mecs, j'arrivais même pas à rentrer dans le bar. Des Kenyans? Ah ouais, mais ils étaient fous. Et en plus, à Chicago, c'est quand Kiplimo gagne, je crois. Mais il y a un Kenyan qui met une énorme attaque au semi. Mais genre, j'ai cru ils avaient gagné la Coupe du Monde de foot. Hein. Ouais. Franchement, c'est une expérience vraiment ouf. Et bon, du coup, tu t'apprécies le moment, quoi. Ok. Pour terminer, j'avais un petit quiz, Kipchoge. Ça tombe bien si vous n'êtes pas expert. Quiz Kipchoge. Ouais. Il y a 5 questions, dont une pour départager s'il y a besoin.
C'est le plus rapide ou c'est. Soit le plus rapide, soit le plus proche si c'est un, Ah, si il c'est un doit- chrono. Ouah, Ok, Je connais même pas les chronos. ok, bon, alors. Ouais, Est-ce que vous savez quel est le meilleur chrono homologué de Kipchoge sur marathon? homologué, bah, c'est le record du monde, je sais pas, 2-0. Non, c'est plus le record du monde. Ouais, c'est Kiptoum, pardon. Ouah, je suis mauvais là. Je sais même Ah, plus vous s'il avez a pas fait de moins notion? de- Ah ouais? 2,140. Ouais, je crois que c'est ça. J'allais dire 2,39. Ouais, aujourd'hui c'est 2,01. Il l'avait battu, il avait fait 2,01,39 et 2,01,09. Il est Ah fait. ouais. Kiptoum a fait 0,9. Ah non, Non, Kiptoum a fait encore mieux. Kipchoge. Mais ouais, à un moment, ça a été longtemps 2,01,39. Ouais, moi j'avais 39 en tête. Mais c'est 2,01,09 Kipchoge. 09. À quel âge a-t-il été champion du monde du 5000 à Paris en 18 ans. Ouais, 18 ans. Ouais. Il allait sur ses 19. Merci, c'est Étienne Étienne Sport. Sport. Qui l'accompagnait dans l'ordre sur le podium ce jour-là? Dans l'ordre. Bah, Kipchoge, Il y a le Maroc, il y a comment il El s'appelle Guérouche, Bekele. Ouais, El Gauche Bekele, ouais. Alors là, je suis quasi sûr de l'info, mais il y a peut-être un chiffre près. Sur 23 marathons qu'il a fait, Kipchoge, combien en a-t-il gagné? À la fin, il en a pas gagné beaucoup. 19. Ah, j'aurais dit 15 ou 16. Ouais, 16, ouais. 16, il en a C'est un peu du abandonné pif, un à ouais. Paris. Si je me trompe pas, c'est beaucoup déjà, hein, sur 23. Ouais, bah oui. Ouais, Quand tu vois le niveau sur marathon, sur les majors, ouais. sur un major, pour gagner à chaque fois, faut. Il a gagné 2 fois les jeux. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Quel était le plus jeune lièvre lors de l'Ineos Challenge quand il fait une 59? Qui était Ouais, qui était le plus jeune lièvre? Jacob. Ouais, Jacob, ouais. Il y avait toute la famille. Je sais pas combien il y a. Et pour terminer, c'était pour vous départager, c'était quel est le dicton de Kipchoge le plus rapide? No human is limited. Ouais, je Ouais, pense que Victor Baptiste Baptiste. a gagné. Yes. Bon, merci je les laisse gars. gagner ici. Et... Je sais pas combien de temps on a parlé, 1h15 peut-être. J'espère que ça vous a plu. Et Bah ouais, C'était super. top. Merci. à toi. Merci à toi. À bientôt. Born Podcast.